Bonjour à tous et bienvenue à notre émission matinale dédiée au bien-être et à la santé où nous explorons chaque matin des conseils pour une vie plus saine. Vous êtes dans l'émission Le Plateau du Bien-être et encore ce matin, nous allons vous donner beaucoup d'informations. Et sur ce, je suis avec l'équipe Choc du jeudi. Vous-même, vous savez que les jeudis sur ce plateau, c'est toujours spécial. Je suis avec Jacques. Bonjour Jacques. Bonjour Blandine. Comment tu vas? Je vais très bien. Bonjour à Gisèle, bonjour à notre chère invitée aussi, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous reçoivent chez eux. En tout cas, je suis très ravie de partager ce plateau avec vous ce matin. N'est-ce pas? Bonjour Gisèle. Bonjour Blandine. Comment tu vas? Bonjour. Bonjour. Bonjour aux téléspectateurs. Je vais très bien Blandine, j'espère que toi aussi. Je vais bien, c'est jeudi donc je vais bien. Et oui, vous l'aurez compris, nous sommes au studio avec notre invité du jour, Monsieur Prudence David-Lawson. Il est psychologue. Avec lui, nous allons discuter du thème relations amoureuses toxiques. Comment s'en sortir? Bonjour à monsieur. Bonjour Blandine. Comment vous allez? Je vais très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation d'être sur ce plateau. Merci à vous, le plaisir est à moi. Alors, j'espère que vous êtes prêts à attaquer cette émission avec, comme d'habitude, notre causerie du jour. Et pour ce matin, le thème de notre causerie, c'est « Ma situation financière n'est pas stable, mais ma petite amie veut la bague ». Ma situation financière n'est pas stable, mais ma petite amie veut la bague. Bon, Jacques, si tu étais dans la situation du monsieur, tu fais quoi? D'abord, c'est simple. La première question est de savoir qu'est-ce que cette fille aussi fait pour aider à rehausser le niveau de ma situation financière. Mais si elle ne fait rien, elle peut partir. Je suis désolé d'être un peu dur parce que nous sommes dans une société actuellement où tout est cher. La vie est dure et nous sommes obligés de dépenser, de donner le meilleur de nous-mêmes, de mettre beaucoup plus les moyens pour avoir un résultat. La vie, je ne vais pas réduire un peu le niveau de vie de nos parents, mais je dirais que la vie de nos parents, en fait, la vie qu'ils ont menée dans le temps n'est pas la même que celle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus compliquées. Et si une fille ne pense pas travailler pour m'aider, mais elle pense uniquement qu'à la bague, elle peut partir. C'est vrai, je comprends qu'à un niveau donné, la jeune fille se dit... D'abord, il y a l'influence. Avant de revenir à l'autre aspect que je voudrais aborder, il y a l'influence. Parce que je suis allé dans le mariage de ma petite, de mon amie, de ma cousine ou de je ne sais quoi. Arrivé là-bas, c'était un mariage, voilà, fait en grande pompe. Il y avait de l'ambiance et tout. On revient vers le pauvre monsieur que moi je suis. Et on me demande de faire les mêmes choses que ce qu'on a vu de l'autre côté, alors qu'on n'a pas le même poids. Eh bien, c'est vrai qu'à un moment donné, la jeune fille se dit, bon écoute monsieur, nous sortons ensemble, il y a de cela peut-être 6 ans, 7 ans, mais depuis là, il n'y a aucune bague au doigt. C'est normal. C'est normal qu'à un moment donné, on puisse s'interroger. Mais qu'est-ce qu'on fait? Il y a aussi un autre facteur qu'il ne faut pas oublier. La pression de la belle famille. Vous sortez avec une fille, très tôt on vous dit, écoute, tu dois prendre en charge tel besoin de la fille, ou encore même les parents disent à la fille, et ton âge avance, il faut te marier, il faut quitter ma maison. La précarité aussi. Il y a des familles très pauvres, excusez-moi de le dire ainsi, des familles pauvres, qui font que quand vous sortez avec leur fille là, vous êtes devenu le messie. Il faut tout faire, il faut accélérer les choses. Mais je comprends, mais à un moment donné, il faut relativiser. Qu'est-ce que ces parents-là font en retour pour permettre à ces filles-là d'être assises financièrement, de jouir d'une certaine autonomie? Il n'y a pas. Mais on te met le poids, on te met la pression, il faut vite faire. Et il y a une phrase qui, moi, personnellement, m'énerve. Il faut commencer un peu, Dieu va faire, ça va changer. Moi, je ne suis pas dans cette logique-là. La providence divine existe, certes. Mais à un moment donné, on ne peut pas dédier notre vie carrément à la providence divine. Je suis désolé. Il faut quand même travailler. On te dira, non, écoute, lorsque tu vas tomber enceinte, Dieu même fait le miracle. Est-ce que tu sais, l'enfant est une bénédiction. Est-ce que tu sais ce que cet enfant-là va devenir? Parfois même, on va jusqu'à dire que les grossesses sont souvent porteurs de chance, de bonheur. Je ne suis pas dans cette logique. Écoutez, mademoiselle, vous sentez que il y a le poids, il y a la pression, mais il faudrait qu'on arrive à travailler ensemble. Mais lorsqu'il n'y a pas ça, vous êtes libre de partir. Le problème des belles familles, je vais beaucoup plus insister là-dessus. Parfois, c'est comme si, quand vous vous présentez à la belle famille, vous avez commis le grand péché du monde.
C'est-à-dire qu'on se dit, ah, enfin, il s'est amené lui-même. Il s'est amené même, il s'est transporté lui-même pour venir dans notre maison. Ben écoutez, monsieur, vous devez faire ceci, cela. La fille aussi, je voudrais aussi attirer l'attention de nos jeunes sœurs. À un moment donné, il faudrait qu'on mette beaucoup plus l'intelligence dans ce que nous faisons. Je ne dis pas qu'elles ne sont pas intelligentes, mais il faudrait qu'on mette un peu d'intelligence. Il faudrait qu'arriver à un moment donné, qu'on fasse des analyses pertinentes, succinctes, bien approfondies, pour se poser les bonnes questions. Et quand vous êtes dans une relation, vous savez que ça ne va pas, s'il vous plaît, quitter. Parce que ne mettez pas trop la pression à ce monsieur-là. Le monsieur est capable. Il est capable de faire tout ce qu'il peut faire pour vous mettre la bague au doigt. Mais quand vous allez arriver, je vous dirai que c'est l'enfer sur terre. Vous allez regretter même d'avoir porté cette bague-là. Quand vous verrez cette bague-là, je vous dis que votre cœur va saigner. Quand vous verrez cet enfant-là même, vous serez obligé d'insulter le papa à travers l'enfant. Regardez-moi sa grosse tête, mais c'est le papa qu'on est en train d'insulter. Je vais m'arrêter là, merci. Merci Jacques. Gisèle. Blandine. Jacques a dit beaucoup de choses. Aujourd'hui, j'avoue que je suis un peu transportée par les propos de Jacques. Je pense que arrivé un moment, il faudrait que nous les femmes essayions de nous poser les bonnes questions, comme Jacques l'a dit. Notre causerie dit que l'homme n'est pas stable financièrement, mais la femme veut la bague. C'est-à-dire qu'arrivé à un moment donné de sa vie, elle pense qu'il est temps d'avoir la bague au doigt. Mais non, est-ce qu'elle s'est posé les questions qu'il faut? Est-ce qu'elle s'est posé la question à savoir, bon, je veux juste la bague comme ça, ou bien c'est pas, tout ce qui est autour, ou bien déjà quand je vais rentrer au foyer, si j'ai la bague, si je rentre au foyer, est-ce que les choses vont être comme je veux? Parce qu'il y a ça aussi, on ne doit pas seulement se focaliser sur le fait d'avoir la bague. L'homme n'est pas stable. Et Jacques a dit quelque chose qui m'a interpellée, c'est que qu'est-ce que la femme, elle fait pour pouvoir permettre à l'homme de pouvoir vraiment, c'est pas d'être stable. Parce qu'on va pas, c'est vrai que l'homme, c'est le chef de la famille, c'est à lui que revient la plupart des responsabilités. Pour aller demander la main d'une femme, c'est à l'homme de prendre cette responsabilité-là. Mais on ne va pas négliger le fait que si vous projetez et que vous voulez construire quelque chose de durable, la femme aussi doit apporter quelque chose. C'est-à-dire que pour la stabilité du foyer, la femme aussi on doit sentir qu'elle s'investit. Maintenant, si tu es là seulement, tu es oisive, tu ne fais rien de grand et à chaque fois tu viens mettre la pression à l'homme, c'est pour que l'homme fasse comment? Et c'est ce que Jacques a dit, si ça ne te sert pas, il faut partir. Jacques a touché un point très important, je pense que c'est le point de la belle famille. Je dirais que dans certaines situations, c'est plus la famille qui pousse les femmes à venir demander à leur fiancé, à leur petite amie, plutôt de leur mettre la bague au doigt. Parce qu'à la maison, ça chauffe. C'est déjà une pression intense de ce côté-là. Mais Blondine, oui. le mariage n'est pas un bout de sauvetage. C'est pas ce que tout le monde comprend en réalité. Mais c'est ce que nous devons comprendre. On ne fuit pas les problèmes pour rentrer dans le mariage. Parce que là-bas même, ça chauffe. Ceux qui sont là-bas même là, ils crient pour sortir. Ils cherchent des gens, ils cherchent des gens pour les sauver, mais ils ne trouvent pas. Donc, il faudrait que nous, les femmes, on comprenne qu'arrivé un moment, c'est vrai qu'il y a beaucoup de facteurs qui poussent les femmes à vouloir se stabiliser, à avoir la bague au doigt. Il y a l'âge, il y a beaucoup de choses. Mais il faudrait se poser les bonnes questions. Voilà. Tu es en couple avec un homme. Toi-même, tu sais dès le départ que son niveau de vie, c'est pas ça. Tu sais très bien. Arrivé à un moment donné, quand les choses n'avancent pas, mais toi, tu ressens le besoin de te caser, ça n'avance pas. Parce que l'amour, ça ne suffit pas. Hein. À un certain moment, l'amour, ça ne suffit pas. Si tu sais que tu aimes cet homme et que tu peux faire les sacrifices qu'il faut, et l'homme te donne, c'est pas, te le rend bien, tu sais qu'il veut vraiment faire sa vie avec toi. Mais dans le cas où tu sens que l'homme même ne veut pas s'engager, parce qu'il y a des hommes comme ça, ils sont là, ils ne veulent pas s'engager, c'est pour perdre le temps aux femmes pour rien. Si c'est ça, tu as la lecture devant toi, tu lis, pas simplement. Heureusement que ce matin, nous avons un psychologue sur ce plateau. Nous allons aussi prendre son avis par rapport au sujet. Alors, monsieur, voilà deux jeunes personnes
qui aspire peut-être au mariage, mais il y a la femme qui met plus de pression. Dans ce genre de situation, comment est-ce que l'homme peut s'en sortir? Parce que déjà, quand on met la pression, je pense que ça atteint un niveau psychologique déjà. Parce que l'homme se dit, il faut que je fasse des efforts peut-être pour satisfaire les besoins de ma petite amie. Et de l'autre côté, il y a également la pression de la famille peut-être, ou bien la pression de les préjugés. Par exemple, l'âge, on dit que toi, tu es trop vieille, tu dépasses la trentaine, donc tu ne peux plus vivre dans la maison familiale. Il faudrait que tu te trouves un mari. Raison pour laquelle peut-être cette petite amie va vers la pression par rapport au mariage. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire concrètement par rapport à ce sujet? Merci beaucoup, Blandine. Vos sujets sont alléchants. Rien que ce seul sujet de causerie peut nous prendre 1 heure à 2 heures. Hein. Oui. Et puis c'est pertinent, c'est actuel et c'est pertinent. Bon, j'ai l'habitude de traiter les choses, j'allais dire, de manière approfondie, cas par cas. Parce que si on veut rentrer dans des détails, les cas, on va trouver plusieurs cas. Et donc, les logiques vont plus être les mêmes. Mais moi, ma première question, c'est de quel type de bague il s'agit. Parce qu'il y a la bague, c'est vrai qu'on sait que la bague symbolise l'union, mais il y a la bague de fiançailles, il y a la bague de mariage. Et dans quel contexte, si c'est la bague de fiançailles par exemple, dans quel contexte la dame exige ou bien fait la pression pour aller aux fiançailles, pour être fiancée? Bon, par hypothèse, je dis, ok, c'est peut-être la bague de fiançailles. Si c'est la bague de fiançailles et que madame est avec monsieur depuis 4-5 ans et qu'il n'y a pas fiançailles, peut-être qu'il n'y a même pas eu un popo, il n'y a rien eu. C'est grave. Là, je vais soutenir la dame jusqu'au bout. Parce qu'en tant qu'homme sérieux, responsable, vous ne pouvez pas garder la femme, l'enfant de quelqu'un chez vous 5 ans sans rien officialiser. Et dire que votre stabilité n'est pas encore ce qu'elle doit être, donc vous ne pouvez pas aller aux fiançailles. C'est impossible, c'est inconcevable. Même si les parents, bon, nous sommes dans une société où les parents aussi ne sont plus très exigeants sur un certain nombre de choses à cause de la modernité et tout, mais aucun parent ne doit accepter que sa fille reste chez un homme plus de 2 ans sans fiançailles. Les fiançailles, si on vous l'explique fondamentalement sur le plan culturel, sur le plan spirituel, c'est comme des clôtures, c'est des murs qu'on met pour protéger l'union. Si ça ne se fait pas, vous exposez votre couple. Vous êtes mal parti. Donc, sur cet aspect-là, je soutiendrai la femme. Maintenant, si les fiançailles ont été faites régulièrement et que la bague, c'est la bague d'alliance, de mariage qu'on exige, là, on va poser des questions. Là, on va lui poser des questions parce que ce n'est pas... C'est vrai, on sait que la stabilité financière de l'homme, parce qu'on dit l'homme est le chef de la famille, c'est lui qui doit prendre soin de tout, il faut un minimum de stabilité. Mais qu'est-ce qu'on met dans stabilité financière? Bon, tant qu'on mange à la maison, on paie les loyers. Bon, qu'est-ce qu'on cherche pour se dire... Vous savez, l'union à deux, ce n'est pas les autres, ce n'est pas la société qui nous le concède, ce n'est ni le pasteur ni le prêtre qui le concède, c'est soi-même, c'est à deux que les deux personnes se disent, je m'unis à toi, je t'accepte, je t'accueille. Si vous voyez les cérémonies de mariage et de tout ça là, c'est les individus eux-mêmes qui se donnent l'un à l'autre. Et ça, en réalité, ça n'a pas besoin de bagues. Les bagues de mariage, civil comme religieux, ce sont des institutions des hommes. Ça, c'est pour représenter un système, ce n'est pas ça le fondamental. Donc, si la bague de mariage n'existe pas, si on ne va pas à la mairie, si on ne va pas, je ne dis pas que ce n'est pas important, mais ça ne doit pas faire éclater un couple, parce que le fond est déjà là. Donc, vous voyez, il y a des différents points à prendre en compte pour... Bon, maintenant, si le monsieur n'a pas les moyens véritablement pour aller au mariage, le mariage, ça s'organise à deux. On ne peut pas imposer à l'homme, la dame ne peut pas imposer à son mari, bon, mariage, c'est quand mariage, ma bague. Non, ça se construit, ça se prépare dans le dialogue. Je vais questionner leur niveau de communication, leur degré de dialogue pour pouvoir arriver à c'est comme un projet. Le projet, ça naît, ça grandit, ça mûrit, voilà, et ça progresse. Comment est-ce qu'il mène ce projet-là? Quels sont les fondements, les bases
ce projet. Donc, il y a plein de choses à comprendre pour véritablement trancher. Merci, je m'arrête là pour le moment. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Lawson. Mais moi, j'ai énuméré quelques points par rapport à l'intervention de M. Lawson. Dans ma compréhension, bien dans ma conception des choses, lorsque je sors avec une fille, elle ne reste pas avec moi. Elle est avec ses parents. Alors, je ne peux pas garder l'enfant de quelqu'un chez moi, sachant très bien que je n'ai pas fait une démarche. Là, c'est différent. Dans ce cas-là, ça voudra dire qu'on se connaît, on vit comme les gens le disent souvent. Excuse-moi, Jacques. Ça, c'est toi. Ça, c'est peut-être toi. À Lomé, actuellement, il y a plein de ces situations-là où les gens sont avec enfants en situation de couple sans aucune officialisation familiale. Ça existe. Oui, il y a des cas où, quand la fille tombe grosse, la famille même demande à la fille de plier bagage et d'aller rester chez le monsieur. Oui, la famille demande. C'est pour pousser l'homme en question à venir faire quelque chose. Parce que tu enceintes leur fille. C'est normal que dans certaines familles, hein, on n'enseigne pas comme ça les filles. Quand tu enceintes une fille, tu dois venir au moins te présenter, qu'on te connaisse. Apporter peut-être de la boisson, bien quelque chose pour reconnaître que c'est toi qui as mis ça. Oui. En tout cas, mais comme le psychologue le dit, à Lomé actuellement, il y a beaucoup de ces cas-là. Les gens qui vivent en concubinage, les femmes font 3, 4, 6 enfants, rien n'est fait. Bon, c'est normal que la femme crie bag. Ok, maintenant, moi je dis pour ma part, notre société a besoin d'une rééducation. Parce que moi j'ai une autre conception du mariage. Et puis quand on me sort cette histoire de on est ensemble, il y a de cela 6 ans, 7 ans, le monsieur ne veut pas officialiser. Mais est-ce qu'ils se sont connus quand ils étaient encore étudiants? Est-ce qu'on va compter ça aussi? Oui, non. Mais je viens. Maintenant, quand on dit on arrive à payer la location, on arrive à trouver un peu son pain quotidien, on peut se mettre ensemble. Est-ce que c'est véritablement ça? Parce qu'aujourd'hui, quand je prends l'éducation des enfants, ça coûte. Quand on veut vraiment de vraies éducations, pour ces enfants, ça coûte. Il y a la santé là-bas, ça coûte. Mais maintenant, est-ce qu'on va tout le temps vivre dans la location? Moi, c'est tout ça là, je prends en compte. Moi, je me dis que le mariage est comme un projet d'entreprise. Je veux construire mon entreprise, tu es actionnaire. Nous tous, nous sommes actionnaires. Quelle est ta part? Moi, c'est comme ça que je conçois les choses. Et là, si je juge un peu, les choses, je vois, je dis, ok, d'accord, on pourra aller ensemble, c'est-à-dire que quoi, on a une idée, on a une vision de la chose. Mais quand on va se camper juste sur, on arrive à payer les frais de location, c'est déjà bon, tu peux officialiser la relation. Moi, je dis non. Maintenant, il faudrait aussi qu'on éduque nos parents. Que nos parents comprennent que le mariage n'est pas une fin en soi. Et qu'à un moment donné, il faut mettre la pression à la jeune fille. Il faudrait également que la société ait un autre regard sur le mariage. C'est-à-dire que quoi? Quand la fille a la trentaine, on dit non, c'est fini pour toi. On ne peut rien. Quoi? C'est fini. Toi, ton cas là, c'est fini. Ce qui fait qu'à un moment donné, c'est fini. Tu es désespéré. Et ce qui fait qu'à un moment donné, elle commence pas à réfléchir. Et elle se donne à tout le monde qui vient. Le premier qui vient dit, ah, je suis là, je vais faire comment? Et elle se met en relation avec la personne. Pourtant, elle n'est pas heureuse. Pourtant, elle n'est pas heureuse. La société aussi a une façon de voir les filles là qui ont et parfois même quand la jeune fille qui a 18 ans accouche, on veut la comparer tout de suite à la grande soeur qui a 30 ans. On dit mais regardez, elle a un enfant, alors que celle qui a 18 ans, son éducation n'est pas encore finie. Elle a un enfant, je me demande comment même elle va éduquer cet enfant là. Parfois ce sont ces enfants là qu'on amène chez les pépés et les mémés. Alors moi je dis, essayons d'avoir un autre regard sur le mariage. Et quand on dit cette question d'année là, moi je vais toujours revenir là-dessus. La jeune fille, elle est avec ses parents. C'est vrai, je peux venir, vous me connaissez, je viens. Il y a de cela 1 an, 2 ans, 3 ans. Bon, à un moment donné, est-ce qu'on ne peut pas appeler le jeune garçon en question pour des discussions franches? Est-ce qu'on ne peut pas faire ça? Parfois, on passe par d'autres personnes, des personnes même qui ne sont pas de la famille. Une revendeuse qui peut-être a connaissance de votre histoire, on va se confier à elle. Un beau jour, elle vous appelle que ben écoute jeune garçon, je voudrais m'entretenir avec toi. Et tu vas à la rencontre, on te pose la question depuis là, tu attends quoi pour officialiser votre relation là? On dirait que Jacques ça touché. Non mais écoutez, c'est des cas et puis j'ai des amis qui ont vécu de telles situations.
Mais témoignages. Il faudrait quand même qu'on essaie de rééduquer notre société et qu'on essaie de revoir un certain nombre de choses. Et comme M. Larson l'a dit, quelle bague? Si c'est vraiment bague, je peux sortir tout de suite, hein, aller à côté, trouver peut-être une dizaine, je viens, je te mets ça au doigt, mais c'est une bague aussi. Elle se moquer de la femme. Gisèle, oui, bon, moi, je pense que le psychologue et puis Jacques, ils ont dit l'essentiel. Hein. Ben, moi, ce que j'aimerais ajouter, c'est que comme le psychologue l'a dit, si ce sont les fiançailles, il faudrait qu'on fasse la dot, tout ça. Nous-mêmes, on sait comment peut-être ça coûte actuellement. Peut-être c'est dans ce sens que l'homme dit ne pas être stable. Sinon, pour payer le loyer ou bien pour manger à la maison, peut-être qu'il a ça. Mais prendre peut-être 300 000, 350 000 pour aller payer les affaires de la dot, c'est ça qui est un peu difficile. Donc, moi, je trouve que c'est l'homme la tête, au fait. C'est lui qui prend la responsabilité d'aller épouser la fille d'autrui. Donc, c'est à lui de chercher l'argent. Dans ce cas-là, c'est à lui de chercher l'argent. Et s'il dit qu'il n'en a pas, si la femme sait qu'elle peut patienter, qu'elle patiente. Mais si elle sait qu'elle ne peut pas patienter et que la quête de la bague-là est trop... C'est qu'elle veut ça à tout prix. Elle est obsédée là. Qu'elle s'en aille. L'homme va faire quoi? C'est que soutiens ton homme. Si c'est même difficile, prie pour lui. S'il n'a pas l'argent là, il faut prier pour lui. Si tu es croyant. Hein, il y a des miracles qui s'opèrent. Alors, M. Lasson, quel conseil pouvez-vous donner à ces personnes qui se retrouvent forcément dans notre causerie du jour? Je crois que chacun, que ce soit l'homme ou la femme, chacun a sa part. De manière générale, quand vous êtes un homme responsable et que vous voulez vous engager sérieusement avec la fille de quelqu'un, il faut prendre les dispositions qui s'imposent pour ne pas enjamber les étapes. Généralement, il y a des étapes, des phases dans la préparation vers. Et aujourd'hui, on enjambe beaucoup les étapes et ça ouvre la porte à beaucoup de problèmes après. Donc, si vous voulez engager, comme le dit mon cher ami Jacques, il faut se préparer, il faut travailler pour que vous ne vous trouvez pas dans la situation de grossesse, d'enfant, être obligé de se mettre ensemble alors que les préalables n'ont pas été effectués. Il faut se préparer à cela. Et vous n'avez pas besoin de faire les choses comme tout le monde le fait. Voilà. On peut faire très simplement. Aujourd'hui, je vois les fiançailles sont devenues de grandes fêtes. Dans beaucoup de familles. Non, en fait, c'est une cérémonie très symbolique au départ. Il faut revenir à l'essentiel pour ne pas donner l'impression qu'il faut avoir 500 000, 200 000, 300 000 à dépenser. Non. Les bagues, même vous trouvez 5 000 francs de bagues de fiançailles. Mais vous vous entendez entre vous. Ce que vous construisez, c'est entre vous. Ce n'est pas les regards de la société qui construisent les bases de votre foyer. Il y a des bases. Si vous ratez les fondamentaux, ce serait grave. Merci beaucoup. Si vous ratez les fondamentaux, ce serait grave. J'espère que le message est passé. Place à l'info du jour. Burundi, le pays compte 26 sites d'eau thermale, des eaux qui permettent de soigner certaines pathologies comme les rhumatismes, considérées comme miraculeuses par certains. De précision avec nos confrères de TV5 Monde Afrique. Cela fait 2 mois qu'Oscar Ndouimana a quitté son foyer à plus de 300 km de là. Il vit dans cet hôtel à proximité du site thermal de Rumongue, où il espère soigner une maladie qu'aucun médecin n'a pu diagnostiquer. Mon état de santé s'est détérioré. Mes membres étaient quasi paralysés. Je suis allé à l'hôpital, à Karoussi. Mais là-bas, ils n'ont pas réussi à me guérir. Je me suis dit qu'il fallait que j'aille dans les eaux thermales. 2 fois par jour, le matin et l'après-midi, il quitte son hôtel porté par son fils qui lui sert de garde-malade et par un jeune du quartier. Malgré l'amélioration de son état de santé, il n'est pas capable de se déplacer seul. Le site est aménagé depuis 2017, mais les habitants du coin ont toujours profité des eaux de la source de Mugara, réputée pour ses vertus thérapeutiques, voire miraculeuses pour le responsable des masseurs du centre. Ce vieil homme est venu de très loin. À son arrivée, il ne pouvait pas parler, mais aujourd'hui, vous l'avez interrogé et il a répondu. Il ne bougeait pas et désormais il bouge.
Miraculeusement, vous avez vu qu'il peut s'asseoir, ce qui était impossible à son arrivée. Oscar Ndouimana sent désormais ses membres. Les soins qu'il reçoit le soulagent. Il est prêt à débourser tous les frais de sa poche, un peu moins de 40 000 francs burundais, une dizaine d'euros par jour. Après le massage, je me sens bien. En tant que chrétien, ça me redonne espoir. Je ne rentrerai pas chez moi comme je suis venu. Ces massages que l'on me fait me font du bien. Les eaux thermales proviennent des profondeurs de la Terre. Elles se chargent d'éléments chimiques, minéraux, en traversant certaines roches. C'est eux qui permettent de soigner certaines pathologies comme les rhumatismes, l'hypertension, des maladies de la peau. Elles ont aussi un effet relaxant et pour les habitants de Rumongue, l'accès au bain est gratuit. Après une journée chargée, quand tu te baignes dans ces eaux, tout ton corps se détend. Tu dors bien, tu te sens rafraîchi, joyeux. Bref, cette eau revitalise ton corps. Cette eau, c'est une richesse pour le Burundi. Le Burundi compte 26 sites d'eau thermale comme celui de Rumongue, qui est le plus important. Voilà ces eaux thermales miraculeuses, mais moi la question que je me pose quand j'ai eu à voir ce reportage, je me dis, est-ce que véritablement la santé y est, parce que tous les habitants pratiquement se baignent dans ces eaux-là, Jacques? Oui, effectivement, moi, c'est un peu le problème de l'Africain, excusez-moi de le dire ainsi. C'est-à-dire que quoi, quand on se rend quelque part, et parce qu'on aurait appris ceci ou cela, c'est fini, on se fie directement. C'est une bonne chose, je ne refuse pas. Mais il faudrait également qu'on prenne des dispositions. C'est la même chose quand on va à la piscine. Ces eaux-là sont évacuées. Mais si ces eaux-là stagnent, il y a un problème. Parce que chacun vient, il rentre dans l'eau, on ne sait pas voilà, quel entretien du corps chaque personne fait. Maintenant, ici, là, je me dis peut-être que ces eaux-là ne restent pas. Ces eaux-là, voilà, coulent directement, ça passe, ça ne reste pas. Peut-être, dans ce cas-là, ça peut aider. Mais moi, l'autre compréhension de la chose que j'ai, je me dis, c'est une autre forme de thérapie, en fait. Quelle forme de thérapie? C'est-à-dire que très souvent, ces personnes-là qui sont alitées ou ces personnes qui restent sur place n'ont pas la chance de se déplacer. Mais ici, on fait déplacer la personne. Elle est en contact avec un environnement qui est hors de son quotidien, de son ordinaire. Et à ce niveau, vous allez constater même qu'on fait même le massage à la personne. C'est déjà aidant, c'est soulageant. Donc, je dirais que c'est un massage qui aide la personne. Et la personne est en contact avec un autre environnement. La personne vient, je dirais, se baigner. Ça aide aussi. Et parfois, ce que nous oublions, le psychologue avec nous, il ne dira pas le contraire. Quand on est souffrant, tout ce qui se passe dans notre tête psychologiquement joue aussi sur notre maladie. Oui, c'est vrai. Ça doit jouer sur notre maladie forcément. Alors cette personne-là, lorsqu'elle a appris que quand on va dans ces eaux thermales-là, on a quand même guérison, on a quand même une petite solution. La personne va se dire, moi aussi, comme elle a dit, je ne vais plus retourner chez moi tel que j'étais. Ça lui donne une lueur d'espoir. Une lueur d'espoir. Donc, c'est-à-dire que tout ce que nous faisons, il y a le mental qui doit s'accompagner. Et essayons pour ces patients aussi qui sont chez nous à la maison, essayons de trouver des astuces, des moyens pour les faire sortir de leur milieu habituel. Et si possible, offrons-leur quelques petits massages par moment. Ça peut les aider. Merci beaucoup, Jacques. C'était tout pour l'info du jour. À présent, nous allons nous intéresser à l'hôpital. Nous irons à l'hôpital pour la découverte de l'infirmier. Ils sont polyvalents, on les retrouve dans tous les services de santé. Les infirmiers sont des professionnels de santé chargés d'administrer des soins aux patients et de leur surveillance. Gisèle nous en dira davantage sur eux juste après le jingle. Alors Gisèle, aujourd'hui on parle des infirmiers, de leur rôle. Justement, Blondine, aujourd'hui à l'hôpital, on parle des infirmiers, de leur rôle, des difficultés qu'ils rencontrent dans l'exercice de leur métier et aussi de leur rôle. Donc, on va découvrir cela tout à l'heure dans un reportage. Suivant. Teko Ekwe, infirmier d'État au centre médico-social de Djidjolé,
entame comme chaque matin son travail avec enthousiasme. Bon, maman, elle se plaint de quoi? Elle fait la diarrhée. Elle a commencé ça hier. Je suis venue en consultation ce matin et j'ai trouvé la prestation très bien. C'était bien. J'ai eu un accident au genou droit. J'ai fait la radio pour venir. C'était plus rassurant de savoir que ce n'était pas grave et il m'a conseillé des médicaments. Le rôle d'un infirmier est multiple. Un infirmier prend les conditions des malades. On assure que les soins prescrits par les assistants, puisque dans les CMS, nous n'avons pas assez de médecins qui interviennent. Donc on a les assistants pour la consultation. Maintenant, les infirmiers assurent la faisabilité des soins. Et voilà. Bon, parfois, on est sollicité à faire la consultation aussi. S'il y a un manque de personnel, quand je dis soins, c'est les injections intraveineuses, intramusculaires, les pansements. Bon, ici, tout est inclus. Il y a la pédiatrie, la chirurgie et la médecine en soi, l'infirmerie. D'accord. Donc, on fait les sutures, les petites chirurgies, on les assure aussi. Comme dans tous les domaines, les infirmiers font aussi face à plusieurs difficultés. On manque d'équipement, donc on fait avec les moyens de bord. Et il y a aussi le manque de personnel. Déjà même en route, on est stressé, puisque vu la quantité des patients à prendre par jour, vraiment on est débordé. Surtout en ces temps de pluie et de vacances, souvent les enfants, avec ces temps de pluie-là, ils tombent souvent malades, infection, paludisme, et avec les accidentés aussi. Donc ça nous épuise. Comment différencier un infirmier des autres corps médicaux? L'infirmier répond. Normalement, un infirmier de l'infirmerie, lui, il est en tout blanc. Le haut comme le bas. On est en blanc. Bon, un médecin, lui, peut porter une combinaison bleue et mettre une blouse blanche dessus, ou soit directement une blouse blanche, ou bien il peut porter un vert complet avec une blouse blanche dessus. Mais bon, quand même, il y a cette particularité aussi que un infirmier du bloc s'habille aussi autrement. Mais en général, l'infirmier est en tout blanc. Il faut une formation de 3 ans en sciences obstétricales et infirmières à l'École nationale des auxiliaires médicaux ENAM ou à l'Institut africain de développement sanitaire social IADSS sur concours pour avoir la licence professionnelle et devenir infirmier diplômé d'État au Togo. Voilà, nous venons de le suivre, le rôle d'un infirmier, les difficultés qu'ils rencontrent dans l'exercice de leur travail et aussi tout ce qu'ils font comme travail à l'hôpital. Donc, voilà, tout est dit dans le reportage, mais j'aimerais juste souligner que les infirmiers sont des professionnels de santé qui font beaucoup pour le corps médical, surtout quand ils sont dans la périphérie, ils font beaucoup. La majeure partie du travail leur est confiée. C'est comme s'ils sont comme des aides aux médecins. Quand les médecins viennent, ils donnent des recommandations, des prescriptions et tout. Ils suivent cela. Ils sont là pour aider les patients, pour surveiller les patients, pour faire les perfusions, pour injecter les patients et faire des prescriptions simples la plupart du temps. Donc les infirmiers jouent un grand rôle, comme l'interviewé l'a dit, surtout quand il y a de l'affluence dans les hôpitaux publics. La plupart du temps, ils sont débordés, il y a le stress, vraiment c'est pas facile et c'est l'occasion aussi de leur tirer un grand chapeau pour le travail qu'ils font. Voilà. Non, je pense que l'essentiel est dit. Moi, j'ai beaucoup plutôt pensé à ces infirmiers qui se prennent pour des médecins. C'est parce que la plupart du temps, ils sont acculés. Quand on vient, c'est vraiment rare de voir les médecins à certaines heures. Et ce sont les infirmiers qui jouent ces rôles-là. Donc, arrivé un moment, ils se sentent comme dans la peau des médecins qui ne le sont pas, vous voyez. Donc, je pense que c'est le moment aussi d'attirer l'attention peut-être non pas des patients mais du gouvernement
Par rapport à ça, il faudrait qu'il y ait assez de personnel. Quand il y a assez de personnel, sur le niveau des médecins, je pense que ce problème va être réglé. Et puis, il faut spécifier aussi que les infirmiers sont dans presque tous les services. Oui. Tous les services, c'est-à-dire toutes les spécialités qu'il y a dans les hôpitaux, on trouve forcément un infirmier. C'est pourquoi vous allez voir dans l'interview l'infirmier qui a dit qu'il y a des infirmiers qui sont au bloc. Il y a des infirmiers qui sont au bloc, il y a des infirmiers qui sont peut-être à la pédiatrie, des infirmiers qui sont peut-être, je ne sais pas, au service de neurologie, pour apporter aussi leur expertise là-bas. Donc, ils sont polyvalents, ils sont partout. Ce sera tout pour aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup, Gisèle, de nous avoir emmenés à la découverte des infirmiers. Pause publicitaire. L'amour, c'est des hauts, c'est des bas. Et quand la femme dit non, c'est vraiment non. Mais rien ne vaut un petit cadeau pour raviver la flamme de l'amour. La femme se fait belle et sensuelle pour votre plaisir. Claudia Lingerie, nous disposons de toute une collection de sous-vêtements haut de gamme pour hommes, femmes et enfants à un bon prix. Soyez ceux qui portent des sous-vêtements confortables. Claudia Lingerie. Sur ce plateau. À présent, nous allons nous entretenir avec notre invité du jour, Monsieur Prudence Tevilos, sur le thème relations amoureuses toxiques, comment s'en sortir. Alors, déjà, merci d'être là, merci de nous accompagner tout au long de cette émission. Dites-nous, quels sont les signes les plus courants d'une relation amoureuse toxique? Merci. Bien, les signes les plus courants. Bon, d'abord, excusez-moi, je crois qu'il faut préciser d'entame de jeu que il y a des difficultés, il faut faire la part des choses entre les difficultés en couple et le début de la toxicité relationnelle. Parce que il faut bien que les téléspectateurs nous comprennent. Il ne faut pas que une difficulté que tous les couples peuvent amener à vivre, on le prenne comme une toxicité. Voilà. Donc, la toxicité fait intervenir une exagération d'une situation ou bien de certaines situations données. Par exemple, si votre partenaire exerce la violence sur vous constamment, tout le temps, que ce soit la violence verbale ou la violence physique, déjà vous devez comprendre que c'est une relation toxique. C'est-à-dire vous n'avez pas de mots, soit on vous bat, soit on vous agresse, on ne vous parle jamais avec un ton. Et ça peut être de la part, quand on parle de toxicité, les gens croient que c'est de l'homme vers la femme. Ça peut être aussi de la femme vers l'homme, mais ça peut être le contraire. Donc c'est une relation toxique. Quand par exemple votre partenaire est alcoolique ou hyper dépendant d'une addiction, soit de la drogue, soit des jeux, et que finalement vous ne trouvez plus votre place, votre espace dans cet environnement, parce que quand il est dans ces addictions, les conséquences c'est vous qui les subissez. Vous êtes dans une relation toxique. On ne dit pas que bon, une fois en passant, votre mari ou bien prend 2 bouteilles de bière et puis bon, il vous a mal parlé. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est vraiment tous les jours il revient ivre, ou bien on vous le ramène ivre. Et il se déverse sur vous, il se déverse sur les enfants, il casse des choses. Vous êtes dans une relation toxique. Quand votre partenaire est une infidèle chronique ou un infidèle chronique, c'est-à-dire tout le temps il est dans des relations extra. Tout le temps il est dans les relations extra. Ah oui, ça me vaut. C'est tout ce qui intéresse les femmes. Quand on parle d'infidélité, là, ça intéresse vraiment. Mais chronique, quoi, ce n'est pas une aventure passagère. Non, c'est chronique. Il tire tout sur tout ce qui bouge. Oui. Quand il voit là, c'est un tireur d'élite. C'est une relation toxique. C'est une relation toxique. Quand, par exemple, votre partenaire est un manipulateur, j'allais dire pervers, c'est-à-dire, il essaie toujours de vous faire des choses que vous ne voulez pas. Mais il passera par tous les moyens pour que vous les fassiez. Sinon, il menace, il fait des choses.
vous êtes dans une relation toxique. Quand vous subissez tout ça là, bon. Et puis, à un moment donné, vous rentrez en couple et puis vous vous rendez compte que finalement, il n'y a aucune incompatibilité entre vous. C'est-à-dire, vous êtes sur tous les sujets que vous abordez, vous êtes à l'opposé. Sur tous les sujets, hein, on ne dit pas que bon, sur l'école que va fréquenter l'enfant, bon, vous n'êtes pas d'accord, vous devez discuter un peu. Non, sur tous les sujets, vous êtes à l'opposé. Vous n'êtes jamais d'accord avec ce qu'il fait, ce qu'il dit. Il n'est jamais d'accord avec ce que vous faites, ce que vous dites. Et c'est toujours comme ça. Mais ce n'était pas ça au départ. Ça voudrait dire que vous avez raté des fondamentaux. Vous avez sauté des étapes. Ça revient toujours. Vous avez sauté des étapes. Peut-être que vous ne devriez pas vous marier. Et il y a des couples comme ça. Moi, je suis honnête. Il y a des couples que je reçois, je leur dis, vous ne devriez pas vous marier. Erreur. Vous avez fait des erreurs. Maintenant, si vous voulez continuer, bon, voilà. Donc, voilà quelques éléments qui dénotent que vous êtes dans une relation toxique. Ou bien une jalousie exagérée. C'est-à-dire, c'est pas que vous êtes en relation avec quelqu'un, vous ne pouvez pas, par exemple, on peut dire le conjoint de Blandine, c'est ça, non? Va dire, bon, la manière dont Jacques te regardait sur le plateau là, je suis pas content, il devrait pas te regarder comme ça. Bonjour les problèmes. Oui, c'est-à-dire, vous êtes à côté, vous saluez quelqu'un dans le supermarché, non, la manière dont il t'a tenu la main là, c'est une obsession jalousive. Et c'est ça qui pose problème tout le temps, c'est-à-dire, dès que vous êtes avec quelqu'un, il y a quelque chose. Dès que ça ressemble à une pathologie psychologique. Vous êtes dans une relation toxique. Bien, monsieur Lawson, tout de suite, lorsque vous avez abordé le cas des hommes qui sont tellement infidèles, j'ai vu les femmes applaudir. Infidélité chronique. J'ai vu les femmes applaudir. Alors que, je dirais, quand on parle de la toxicité d'une relation, est-ce que c'est forcément rien que les hommes? Cela m'amène à poser une question parce que parfois, vous rentrez dans une maison, la femme est dans une relation toxique, ça il faut le dire. Mais elle vous dira, non, je ne peux pas partir, je ne peux pas quitter parce que c'est à cause des enfants. Donc je ne peux pas quitter. Ou soit on vous dira, si je retourne là vers ma vers ma famille là, on ne pourra plus m'accueillir. Ou encore on vous dira, mais la belle famille, ceci, cela. Mais quelles sont les raisons qui poussent les gens à rester dans ces relations toxiques là? Il n'y a pas que les femmes, il y a les hommes. L'homme vous dira, je peux pas laisser ma femme, je ne peux pas renvoyer ma femme parce que c'est compliqué, vous ne pouvez pas comprendre. C'est compliqué, même dans les relations de concubinage, même il y a des cas comme ça. Le jeune garçon vous dira, je ne peux pas laisser la fille là s'en aller. Pourquoi? Je n'en sais rien. Je ne peux pas t'expliquer. C'est trop lourd pour toi, tu ne peux pas comprendre. Non, je crois qu'il y a plusieurs raisons, effectivement. Au départ, à la base, il y a l'amour de soi. Il y a l'estime de soi, l'amour. C'est-à-dire, si toi-même, tu te connais, tu t'aimes jusqu'à un certain degré, jusqu'à un certain niveau, tu ne peux pas permettre un certain nombre de choses. Tu ne peux pas accepter vivre dans certaines situations. Donc, certaines, c'est parce que l'amour de soi est défaillant. Donc, quand on les prend en charge, on commence d'abord par reconstruire leur estime d'eux-mêmes. La perception qu'eux-mêmes, ils ont d'eux. Des fois, nous sommes dans une société ou dans une éducation où la perception de nous-mêmes a été beaucoup détériorée. Dans l'éducation familiale, à la maison, à l'école, dans la société, dans les associations. Tellement que les gens ne s'apprécient pas vraiment. Donc, ils vont accepter qu'on leur fasse n'importe quoi. Ça, c'est une raison qui pousse les gens à se dire, bon, c'est l'amour de soi, le manque d'amour de soi. Et il y a aussi la pression de la société. C'est-à-dire, est-ce que quelque part est mieux? Reste là-bas. Gisèle a dit, en début d'émission, Gisèle disait, ça chauffe quelque part. Et puis il y a certaines personnes qui disent que ma sauf serviteur, ça. Voilà. Je le connais déjà, on a fait un chemin ensemble, je sais comment il est, comment il fonctionne. Donc, mais tout ça là, il faut prendre avec des pincettes. Il faut vraiment analyser les choses. Des fois, c'est à cause des enfants. On dit, bon, les violets qui viennent des violets à cause des enfants. Mais on oublie que quand vous vous exposez à la toxicité, vous exposez aussi vos enfants à la toxicité. Les enfants perçoivent les choses émotionnellement de manière plus rapide que nous les adultes même. Donc, si vous pleurez tout le temps à côté de vos enfants, vous êtes en train de leur transmettre quelque chose. Bon, je donne généralement cette image. C'est comme si quelqu'un administre du poison à l'autre.
et que chaque fois, peut-être qu'on fume de la drogue, de la cocaïne autour de vous. Vous ne fumez pas, mais si vous ne quittez pas cet environnement-là, ou si vous n'avez pas un moyen pour vous protéger comme les effets de cette toxine-là dont vous aspirez aussi la fumée, même vos enfants sont exposés. Vous n'êtes pas en train de protéger vos enfants, votre enfant, en restant dans un environnement toxique. Voyez? Donc, les enfants aussi. Et puis, les on-dit de la société et puis les pressions. Et on manque généralement d'espoir. C'est-à-dire, beaucoup de personnes ne savent pas rebondir. Ce n'est pas notre éducation de trouver les moyens de rebondir d'une situation difficile autrement. On a toujours peur de ce que les gens vont dire. Ou même d'accepter les échecs, dire que voilà, ça a échoué, j'accepte. Justement, j'aimerais savoir, pour sortir d'une relation toxique, quelles sont les étapes? On commence par où? On commence par... D'abord... On commence par le commencement. On commence par la détox. C'est un terme médical. Quand l'organisme est pollué, il faut faire de la détox. Maintenant, vous ne pouvez pas... Je sais que les gens vont parler, mais... Vous ne pouvez pas rester dans l'environnement toxique et faire la détox dans l'environnement toxique. Donc, quand vous êtes vraiment dans une relation toxique, si vous êtes marié légalement, il faut une séparation de corps. Il faut le faire bien. Il ne faut pas le faire sur un coup de tête. Il faut que les familles sachent que, bon, tel jour, leur enfant n'est plus sous la responsabilité de tel, à cause de telle situation. Il faut que ça s'organise bien. Sinon, il peut y avoir mort d'homme. Donc, il faut commencer par la détox. Il faut d'abord s'extraire de l'environnement toxique d'une manière ou d'une autre. Bon, quand ça va vers dans d'autres pays, si on va vers les juridictions, par exemple, on peut assigner l'homme en détention, par exemple, pour un temps, ou bien c'est la justice même qui extrait la femme, si c'est la femme, ou bien l'individu, qui l'extrait de cet environnement-là pour le protéger, parce qu'il faut protéger des personnes, parce que c'est très sérieux. Bon, maintenant, après cette première étape-là, il faut commencer un processus de guérison intérieure parce qu'on a été blessé. Il y a beaucoup de blessures qui se sont accumulées, peut-être les blessures de rejet, les blessures de trahison, les blessures toutes les blessures vont trouver la place. C'est comme un organisme dont l'immunité est affaiblie, tous les microbes vont pouvoir trouver la voie. Donc il faut un travail pour la guérison intérieure. La guérison intérieure, c'est un peu comme nous avons des plaies physiques, il faut en prendre soin. Sinon, ça va s'infecter. C'est de la même manière, quand nos âmes sont blessées, il faut les soigner. Il y a des processus de soins des âmes. C'est pour ça que les psychologues sont là. Donc, on vous accompagne à revisiter votre histoire, à évacuer tout ce qui a été douloureux, à dédramatiser, à désamplifier, et puis à refaire un processus d'apaisement avec votre propre histoire, à accepter ce que vous avez vécu et à commencer à baliser la route pour une nouvelle vie. Si vous ne faites pas ça et que vous tombez dans une autre relation croyant que, bon, ça c'est l'erreur que les gens font, ils rentrent dans une autre relation rapidement après 2-3 mois, croyant qu'une autre personne va les prendre en charge. Non. Va venir guérir la blessure. Alors que... Voilà. Donc, il faut faire ce travail et reconquérir sa liberté intérieure pour être capable maintenant d'avoir la clé de son bien-être entre ses mains. C'est-à-dire, l'autre chose qui justifie aussi, c'est que les gens confient leur bien-être en rentrant dans le mariage à l'autre personne. On oublie qu'on est soi-même d'abord responsable de son bonheur. Et que le mariage ou bien la personne que votre conjoint, votre conjointe n'est qu'un accompagnateur sur cette route-là. Mais c'est vous qui avez la prise sur votre vie et sur votre bonheur. Donc vous acquérez maintenant un nouveau processus pour acquérir votre liberté intérieure, pour que les influences qui vous ont amené à vous laisser malmener, piétiner, tout ça là, que vous soyez plus fort que ces influences-là. Justement, pour ce faire, je pense qu'il faut se reconstruire en quelque sorte. Mais non, comment est-ce que ça peut se faire? Parce que les gens vous diront, oui, ça ne va pas, j'ai quitté le foyer. Actuellement, je suis quelque part où je médite, je réfléchis par rapport à comment je vais évoluer. Comment est-ce que on arrive quand même à reconstruire sa confiance en soi après cette sortie d'une relation toxique? Bon, je crois que c'est un processus.
Ce n'est pas, on ne peut pas dire il faut faire ceci ou bien il faut prendre tel médicament comme... L'homme est complexe. Quand un élément est touché, beaucoup d'autres éléments sont touchés, que ce soit organique ou bien psychique. C'est ça la réalité de la complexité humaine. Quand vous êtes dans une relation toxique, vous êtes frustré, vous êtes en colère, vous perdez l'estime, vous perdez la confiance, vous pouvez même perdre votre identité, c'est-à-dire qui vous êtes, vous-même vous n'allez plus à un moment donné savoir qui vous êtes. Donc comment faire? Il faut recommencer posément à se poser la question. Bon, qui suis-je originellement? Qui suis-je? Avant de rentrer dans ce parcours toxique-là, qui est-ce que j'étais? Quelles étaient mes forces? Quels étaient mes potentiels? Il faut reconquérir, il faut se reconquérir d'abord. Mais c'est à revisiter et il faut un processus pour revisiter. Donc vous devez trouver quelqu'un, l'idéal est un thérapeute pour vous écouter, pour vous aider à vous reconstruire, à construire ce que vous êtes vous-même. Sur le plan émotionnel, sur le plan intellectuel, sur le plan psychique. Vous savez, cette situation affecte même la vie professionnelle des gens. Hein. Oui. Les gens perdent le boulot à cause de ça. On n'est pas bien psychologiquement, on déprime. Ça empiète sur le travail. Donc vous devez, la reconstruction commence par redécouvrir qui vous êtes. Voilà. Accepter ce que vous avez vécu, parce que quand on est plus longtemps, on est dans le déni, on dit et la non, à un moment donné, il faut sortir de la culpabilité. Les gens se disent, bon, ils se demandent, qu'est-ce que j'ai fait pour que ça m'arrive? Non, c'est une mauvaise question. Bon, même si vous avez fait quelque chose, ce n'est pas ça qui est important aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça ne m'arrive plus? Ça, c'est une bonne question. Donc, il faut structurellement être accompagné ou bien soi-même trouver du temps. Mais c'est difficile hein, si on est seul à parcourir ce chemin. C'est difficile. Les gens restent là-dedans, ils sont dans la dépression, ils remontent un peu, ils redescendent. Bon, c'est difficile. Il faut se reconquérir et il faut vraiment, comme je dis, travailler à guérir. Parce qu'on ne prend pas suffisamment. Comme la blessure n'est pas visible, on n'en prend pas conscience. Oui, et puis il y a aussi ce problème de chagrin. En tout cas, il y a le chagrin d'amour, il y a aussi ce problème des émotions. Puisque vous venez de le dire, il faut arriver à aider la personne. Mais je me dis comment? Parce que aujourd'hui même, il y a des exemples, plein des gens pour ces histoires de chagrin ou chagrin d'amour, ils sont arrivés à se suicider, d'autres ont fait des choses pas possibles. Quand les émotions prennent le dessus, c'est vraiment compliqué. Comment sortir de ça? J'ai envie de répondre pas. Il y a l'intelligence émotionnelle à retravailler, c'est-à-dire votre capacité à reconnaître votre émotion et les émotions des autres et à les traiter de manière adéquate. Que ce soit votre propre émotion, que ce soit l'émotion des autres. Parce que ce qui vous a fait mal et vous a rendu colérique ou bien dépressif, dans la même situation, quelqu'un n'a pas manifester la même colère ou la même dépression. Ça voudrait dire que il y a comme l'émotion, c'est comme une énergie intérieure qui a été secouée, qui s'est effritée. Donc, votre panier d'énergie, là, émotive, il faut encore le renflouer. Il faut le remplir à nouveau. Ça, c'est vidé. Il faut le remplir. Donc, il faut savoir qu'est-ce qui va vous remplir. Généralement, ce qui aide les personnes, c'est de ne pas rester sur place dans la chambre à réfléchir, à pleurer. Il faut arriver à les faire sortir, à les aider à rentrer dans des activités nouvelles où ce n'est pas elles-mêmes qui sont le centre, à déployer leur énergie pour l'autre, parce que ce que tu donnes, c'est ça qui t'appartient. À pouvoir se donner, à pouvoir faire du sport, à pouvoir être dans la nature. Tout ça là permet à l'énergie de remplir à nouveau votre panier qui a été troué et perforé. Donc, c'est un travail qui n'est pas sur un seul plan, en fait. Donc, vous devez être en action, vous devez commencer à un moment donné à vous tourner vers les autres, au lieu de se tourner vers vous, à sortir de la culpabilité. Mais seul, c'est compliqué, je le répète, c'est compliqué. Il faut vraiment quelqu'un à côté, soit vous avez une soeur, une grande soeur, un petit frère, qui comprend votre situation et qui sait comment vous mener, comment vous faire parler, comment vous faire verbaliser pour que, ou carrément si vous avez les moyens, c'est de trouver un thérapeute.
Voilà, bon, je voulais demander déjà comment avoir de l'aide, mais je pense que vous l'avez déjà dit, se tourner vers l'entourage pour chercher de l'aide. Pourquoi pas vers les thérapeutes ou les psychologues pour avoir de l'aide. Donc, je pense que Blandine... Moi, je voudrais dire ceci. Je pense que c'est l'occasion d'attirer l'attention, que ce soit des couples ou encore des personnes qui sont en cheminement. Je pense qu'il est important d'inclure des psychologues dans leur milieu. Dans le processus. Dans le processus ou encore dans leur milieu relationnel, dans leur accompagnement, parce qu'on en aura forcément besoin. Et pourquoi pas peut-être dans l'année, 1 ou 2 fois rendre visite à un psychologue. Je pense que ça peut faire du bien au couple. Hein. Oui, ça c'est vrai. Oui. Ailleurs, les familles ont des psychologues systématiquement, comme ils ont des médecins. Comme il y a des médecins de famille, il y a des psychologues de famille qui accompagnent les diverses évolutions de la famille, des membres de la famille. Chez nous, les psychologues pour la culture, nous n'avons pas encore la culture de la psychologie. On dit souvent que aller chez un psychologue, ça va revenir cher. Aller raconter mes problèmes à quelqu'un comme ça là. Alors que c'est choses des blancs. Mais on va les raconter au pasteur, au marabout. On va aller dans les... Alors, Monsieur Lassonne, est-ce que vous avez un conseil de fin à donner à toutes ces personnes qui se retrouvent forcément dans cette situation et qui sont en train de nous suivre? Ok, bon, mon conseil, mon mot de fin va être ce n'est pas fini. La vie est encore possible. Tant qu'il y a le souffle, la vie est possible. Il faut garder cette espérance-là, partir de cette espérance-là pour reprendre sa vie à main, se reconquérir sa liberté intérieure, sa paix intérieure, faire la paix avec son histoire. Tout est encore possible. Peut-être que ce que vous n'avez pas imaginé, c'est ça que vous allez vivre. Une fois que vous avez purifié votre environnement interne, vous serez encore capable d'attirer de meilleures personnes, de meilleures créatures dans votre vie. Merci. Je retiens que tout n'est pas fini. Gardez toujours de l'espoir. Quand on vit, il y a de l'espoir. Merci beaucoup, Monsieur Prudence-Evie Lassonne. Vous êtes psychologue, maître praticien en PNL. Vous êtes également DG de cabinet Gestor. J'espère que j'ai bien prononcé. C'est ça. Merci d'être passé sur ce plateau, de nous avoir tenu compagnie, surtout de nous avoir donné tous ces conseils-là. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci Jacques, merci Gisèle, merci également à la partie technique qui a été des nôtres du début jusqu'à la fin de cette émission. On se donne rendez-vous demain à partir de 10h30. Nous vous laissons en bonne compagnie d'une musique et bon, prenez le temps de secouer vos têtes et puis ça va aller. Au revoir.